Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va commencer tout de suite avec la ceinture jaune. Alors la ceinture jaune, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va voir toutes les techniques les plus importantes du programme du Krav Maga. Et tu vas voir que déjà, juste avec les techniques de la ceinture jaune, tu vas avoir un arsenal très complet pour vraiment savoir te défendre dans la rue, peu importe quel type d'agression. Et je dirais même plus, si une personne devait choisir une seule ceinture à étudier dans le Krav Maga, j'irais sur la ceinture jaune. Parce que dans la ceinture jaune, on voit déjà comment se défendre contre des attaques couteau, on va voir comment riposter face à une arme à feu, on va vraiment voir des choses importantes. Mais déjà, on va commencer par la base. La base, c'est savoir chuter de face et savoir chuter de dos. Parce que si tu sais chuter, eh bien, tu pourras déjà ensuite te défendre. Parce que ça sert à rien d'apprendre des défenses si tu sais pas comment réagir. Je te donne un exemple. Si quelqu'un te menace avec une arme à feu, on le verra tout à l'heure. À quoi ça va te servir de savoir faire la défense sur cette arme à feu si tu sais pas utiliser l'arme à feu? Donc là, pareil. Avant de voir comment on va faire pour se mettre en garde et se battre, on va voir déjà comment réagir si je suis tombé, parce que tomber, ça arrive très souvent. Donc la première des choses qu'on va voir, c'est la chute de face. Pour la chute de face, rappelle-toi bien toujours, surtout pour ton examen de ceinture jaune, il faut avoir la tête tournée sur le côté pour éviter que le nez vienne s'écraser au sol et recevoir un mauvais coup, etc. Le menton. Donc on va toujours tourner la tête de côté, peu importe le côté. Quand on va tomber, on va amortir la chute par les bras et on va essayer de faire que le reste du corps ne touche pas le sol. Et on va jeter les jambes vers l'arrière pour avoir une chute en souplesse. Donc ça donne ça. On amortit, on se pose au sol. On peut, dans le cas d'une explosion, couvrir son visage et rabattre les pieds pour se protéger le dos. Quand on plonge, on verra ça dans les techniques antiterroristes. La manière dont on va plonger, quand il y a une explosion, on va plonger dans le sens inverse. Donc je le refais sous un autre angle. Je vais mettre mes mains et me rattraper sur mes mains, la tête sur le côté. Maintenant, à partir de ce moment, quand j'ai fait ma chute, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, j'ai fait une chute amortie. Mais une vraie chute, ça va plus ressembler à quelque chose où j'ai pas de contrôle. Quelqu'un m'a poussé et je vais me laisser tomber avec mon corps et sur la fin, je vais me rattraper avec les mains. Donc ça va ressembler à ça une chute. Mais pour ton entraînement, si tu le fais depuis la position du debout, bah, tu vas te faire mal, tu vas te blesser. Donc il vaut mieux le faire à partir de la position à genoux et depuis la position du debout, tu fais comme j'ai fait en balançant les jambes vers l'arrière. Maintenant, la deuxième partie, c'est que quand on a chuté, si je chute dans cette direction, ça sous-entend qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et si quand il me pousse, je vais tomber ici et je me relève ici, il est toujours dans mon dos, il va continuer à m'attaquer. Donc la première des choses à faire quand on tombe, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe derrière nous. Donc quand il va me pousser, je vais tomber et je vais décider d'aller soit sur ce côté, soit sur ce côté, en posant le coude au sol après ma chute pour me retourner sur le côté. Et maintenant je suis en position où je le vois, une jambe prête à attaquer mais aussi à défendre, et l'autre jambe aussi qui va peut-être me servir, on verra, quand il s'approche, où on va faire des amenés au sol en bloquant une jambe derrière, en poussant ici, ou alors on va ramener, on va faire des ciseaux s'il est sur le côté ici pour faire des ciseaux. D'accord? Tout ça, c'est des techniques qu'on verra plus tard dans la ceinture verte. Mais d'ores et déjà, tu sais que quand tu es au sol dans cette position, si lui il tourne autour de toi et cherche à t'attaquer, tu peux te déplacer, venir ici et choper une jambe. Donc ça, je répète, quand j'étais ici, de face il m'a poussé, on tourne, tout de suite on pivote, on est là. On va pouvoir ici soit chercher à faire des amenés au sol, soit juste à frapper avec les jambes. Une fois que j'ai un petit peu désarçonné mon adversaire de par les coups que j'ai donnés, je vais venir poser une main ici. Je vais monter depuis la position épaule à la position coude. Je garde toujours un pied en défense. Et là, on va voir ce qu'on appelle la relevée combative. C'est quoi la relevée combative? C'est-à-dire que je ne vais pas me relever en gardant la même distance, je vais créer une distance entre lui et moi. Un pied au sol, la main opposée. D'accord? Main opposée, pied opposé. Et à partir d'ici, cette jambe qui sert, elle, à continuer à attaquer, elle va venir passer sous mon bras. Je vais l'acheter derrière moi le plus loin possible. Je pourrais même m'aider de cette main. Et là, je me relève en garde et j'ai créé une distance entre nous. C'est ce qu'on appelle la relevée combative. Donc maintenant, on va voir ça aussi sur la chute arrière. Quand on va travailler la chute arrière, pour pas que ça soit quelque chose de trop difficile pour toi, tu vas la travailler sous plusieurs étapes. Première étape, tu vas commencer en étant au sol, allongé complètement sur le dos. Tu vas faire un X avec tes bras et tu vas taper à 45 degrés de ton corps. Tu vas frapper très fort. Le menton bien rentré dans l'intérieur.
ça, c'est comment on fait une chute arrière. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que tu as bien senti que ici, ça brûle, etc., c'est-à-dire que tu tapes bien avec tout le bras et non pas avec le coude, on va faire la deuxième étape à partir d'une position accroupie où je vais me laisser rouler et je vais venir frapper encore une fois ici. Maintenant, tu feras attention que quand j'ai roulé, je n'ai pas continué à rouler vers l'arrière. Je me suis arrêté net, je me suis stoppé net et je ramène mes bras en garde. Et pareil, à partir d'ici, il va falloir faire une relevée combative. Donc, on va donner quelques coups de pied. La main, le pied en défense, vers l'arrière et je suis en position de garde. Donc, on répète, chute de face avec relevée combative. Chute arrière avec relevée combative. Ensuite, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu es tombé, maintenant, tu es rentré dans le combat par la porte de la surprise. Quelqu'un t'a surpris, tu es tombé, tu as perdu l'équilibre. Maintenant, on t'a dit, tu t'es tourné, tu es face à lui et tu vas voir comment réagir. Mais il faut tout de suite que tu fasses un scan de ton environnement. C'est-à-dire, ok, est-ce qu'il est seul ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a une porte de sortie? Est-ce que je peux utiliser ces tissus? Quels objets usuels, et c'est là que ça va devenir intéressant, je pourrais utiliser pour le combattre, si j'ai des clés, d'accord? Alors les clés, c'est pas comme le mythe, qu'on croit qu'on rentre la clé par ici qui sort. Ça, si vous faites ça, vous allez vous ouvrir le poing. On va attraper plutôt la clé entre les deux doigts, travailler sur des frappes qui piquent, mais pas des frappes lourdes pour pas se blesser soi-même. Prendre un journal, le rouler, utiliser une chaise en défense. Ok, sur quelqu'un qui vous attaque au couteau, la meilleure des défenses, c'est de prendre un gros objet comme une chaise. Et avec ça, il ne pourra pas avancer sur vous. Tout ça, c'est des objets usuels. Dans la voiture, on le verra dans la formation sur les techniques anti-carjacking. On verra aussi comment utiliser l'allume-cigare. Dès qu'on voit que ça commence un petit peu justement à chauffer la situation, ça ne coûte rien. On appuie dessus, il commence à chauffer. La personne elle commence à me toucher, boum, un petit allume-cigare dans l'avant-bras, il va vite te relâcher. Donc tout ça, c'est des objets usuels qu'on peut utiliser soit pour se défendre, soit pour attaquer. Maintenant qu'on a parlé de comment on chute, comment on se relève et de quels objets je peux utiliser pour ma self-défense, on va voir la position de garde. Position de garde. J'écarte mes jambes un peu plus que la largeur de mes épaules. Je vais avancer mon pied gauche vers l'avant. D'accord? Je vais le tourner un petit peu vers l'intérieur parce qu'il va venir nous servir à défendre si quelqu'un vient me donner une frappe au parti. Au niveau du talon, je vais relever mon talon arrière pour pas être quelqu'un qui est en phase défensive, qui subit des attaques, mais plutôt quelqu'un qui est attaquant, qui va vers l'avant. Le buste, il n'est pas droit, il est vers l'avant. On verra tout à l'heure que quand on cherche à me donner des coups de poing, si je suis là et je dois faire une esquive vers l'arrière, ça demande une certaine souplesse dorsale. Tandis que quand je suis déjà vers l'avant, ça me demande juste de revenir vers ma position initiale pour esquiver les coups. Donc, je répète, j'ai écarté mes jambes un peu plus que la largeur des épaules. Pied gauche vers l'avant, on tourne le pied vers l'intérieur, on relève le talon, on lève les bras, le buste un peu vers l'avant. Si mon pied gauche est vers l'avant, ma main gauche, ça sera forcément aussi vers l'avant. On ne va pas fermer les poings parce que ça va réduire notre champ de vision. On va garder les bras, les mains, les doigts tendus et on va venir fermer les coudes au niveau des côtes. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne pourra pas protéger et le haut et le bas. Comme tu peux le voir, là, je suis complètement ouvert. Ce que je vais faire, je vais me faire petit. Et là, j'ai une bonne position de défense. Je vais utiliser mes épaules pour protéger mon visage. Et là, je suis en position de combat, prêt à avancer et à me déplacer. Donc ça, c'est la position de garde. Il faut savoir aussi la travailler d'un point de vue mental. C'est-à-dire qu'à 0, je suis dans la situation calme, détendue. Et au top, quand je dois switcher, je dois passer à la position de garde, tout de suite, je suis en mode agression, attaque, etc. D'accord? Donc la position de garde, au-delà de la position en elle-même qui cherche à nous protéger, d'un point de vue mental, je passe à une situation d'alerte totale. D'accord? De 0, calme, me plat, 10, alerte totale, prêt à combattre, prêt à enchaîner. Maintenant qu'on a vu un peu comment se défendre, on va enfin entrer dans le vif du sujet, les attaques. On va d'abord voir les coups de poing. Coup de poing, le chemin le plus court quand je vais devoir frapper avec mon poing. Si la cible elle est là et mon poing elle est là, le chemin le plus court, ça sera toujours la ligne. Donc de mon poing à la cible, on va travailler sur une ligne. Le coude, il est vers le bas. Si je travaille de cette manière, ça sous-entend un mouvement un peu circulaire. Je ne travaille pas sur la ligne. La ligne, c'est le coude pointé vers le bas et le chemin le plus court. Maintenant, on va voir quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand je suis ici et que je cherche à taper ma cible? Ma main est complètement tendue, mais je ne touche pas la cible. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pivoté ni mes hanches, ni mes épaules. Pourquoi je ne les ai pas pivotées?
parce qu'à la base, je n'ai pas pivoté mon pied. Si je pivote le pied, les hanches, les épaules vont suivre et là, je vais gagner en allonge et je vais toucher ma cible. Pareil du côté gauche, ici, je ne touche pas, mais dès que je pivote, bah, je touche. La deuxième chose pourquoi il faut pivoter, ça va nous servir à travailler avec le poids du corps. Ici, c'est juste mon poing qui est jeté. C'est la force de mon poing. Mais dès que je vais pivoter, là, c'est toute la frappe du corps. Pareil du côté droit. Ici, c'est un jeté de poing. Mais dès que je vais jouer avec ma hanche, là, c'est le corps qui rentre. C'est une frappe du corps. C'est-à-dire que si on pèse 100 kg, mon bras, il fait à peu près 20 kg. Avec la force de déplacement, c'est 35 kg. Ça sert à rien. Par contre, si je pèse 100 kg et que je mets 100 kg dans la frappe avec la force de déplacement et la vitesse, là, j'ai du 130 kg qui rentrent dans la frappe. Donc ça, c'est les coups de poing directs. Coup de poing direct, bien au pivot de hanche. Pour les examens, s'il n'y a pas les pivots de hanche, si ça ne pivote pas, eh ben, ça ne passe pas à l'examen. Alors, quand on travaille au PAO, quand il me les met parallèles, ça sous-entend qu'il veut que je mette des crochets. Quand on va donner un crochet, l'idée, c'est, pour faire simple, c'est de dire, il y a un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, ben, je vais venir, je vais l'enlacer, je vais lui dire comment ça va. Ben, quand je l'enlace, ce mouvement instinctif d'enlacer, en Krav Maga, on utilise des choses simples. Ça veut dire que je fais travailler sans réfléchir mes articulations. Maintenant, si je l'enlace juste à une main, eh ben, bizarrement, sans avoir fait de longs discours sur comment donner un crochet, ben, j'ai la technique parfaite du crochet. Comme si vous enlaciez une personne. Alors après, pour entrer plus dans la technique, il faut vraiment s'imaginer que de l'épaule jusqu'au coude, il y a un bâton. Ça casse pas, ça reste droit, c'est de la théorie. Ici, on a 90 degrés et c'est le pivot de hanche qui va faire que je donne le coup. C'est pas moi qui casse le bâton, ça c'est la théorie. Pour bien s'entraîner quand on débute, à travailler non pas avec le jeté de bras, mais justement avec le corps. Là, c'est un jeté de bras. Là, c'est un corps qui frappe. D'accord? Donc, pareil à gauche, pareil à droite. D'accord? Ici, on ne casse pas, on va rentrer vraiment la frappe du corps. Uppercut. Uppercut, l'idée, ça sera, comme je t'ai donné l'exemple d'enlacer quelqu'un pour le crochet. Pour l'uppercut, je vais te parler d'attraper une poignée de porte, de la baisser et de la lever. On va, comme si on pouvait la tourner à l'envers, cette poignée de porte. Le but, c'est qu'à la fin, je puisse voir mon poing face à moi. Si je suis comme ça, j'ai pas assez pivoté. Là, je vois mon poing face à moi. J'ai la bonne position de l'uppercut. D'accord? L'uppercut, si ça vient comme ça, alors oui, il aura beaucoup de force, ça c'est sûr, mais il pourra facilement l'esquiver. Quand on tape à la tête, il n'y a pas besoin de force. La tête, c'est le système nerveux. Il suffit d'un petit impact pour chercher le KO. Oui, si je veux lui donner un coup de poing aux côtes, il va falloir beaucoup de force parce que c'est un os que je cherche à briser. Mais quand je travaille sur le système nerveux, je n'ai pas besoin de beaucoup de force, j'ai juste besoin de toucher. Donc on va privilégier la vitesse plutôt que la puissance dans les frappes au visage. Et c'est l'idée de l'uppercut. On n'a pas besoin d'une grande amplitude, juste d'un petit mouvement vraiment sec, la poignée de porte et on va rentrer. Et même là, on va essayer d'impliquer le corps, à savoir de ne pas faire juste un jeté de bras, mais vraiment la hanche qui monte comme si elle sautait. Et là, j'ai un bon uppercut. D'accord? Ça, c'est un jeté de bras, c'est inactif et on fait un grand appel, c'est pas bon. Là, je pars de ma position et je vais faire un jeté de corps. L'autre côté, jeté de bras, ça, c'est pas bon. Et là, on va faire un jeté de corps. Ok? Donc ça, c'est l'uppercut. Donc là, on a vu coup de poing direct, coup de poing crochet, coup de poing uppercut. Ensuite, on va continuer avec une frappe qui est hyper importante dès qu'on commence le Krav Maga et qui peut nous sortir de pas mal de situations sans avoir à faire plus que ce que je vais vous montrer maintenant. C'est le coup de pied au parti. Le coup de pied au parti, l'idée, elle est très simple. Tous les coups de pied que je vais t'enseigner par la suite, je te montrerai qu'il faut utiliser le genou en premier lieu, puis ensuite déplier pour frapper. La frappe au parti, c'est pas ça. Justement, il ne faut pas qu'il voie le coup arriver. Donc, il faut s'imaginer qu'à partir du genou, ma jambe, elle est morte. C'est un membre mort, d'accord? Je jette ma jambe sans contraction, je ne fais pas un coup contracté, mais vraiment je jette ma jambe en jambe morte. L'autre côté. Pareil, jambe gauche. Et il faut essayer de ne pas faire d'appel. C'est quoi? Faire un appel, c'est faire un pas, puis une frappe. Alors c'est vrai que ça va m'aider à avoir un peu plus de puissance, mais tout le but c'est qu'on est dans la rue, je pars de ma position sans faire aucun appel, boum, direct on est rentré au parti. Et avec un mouvement pareil, en faisant juste ça, bam, vraiment on peut le sécher. On verra qu'après on peut travailler des combinaisons, à savoir que si je lui ai mis un coup au parti, lui sa réaction naturelle ça va être de se baisser. Quand il va se baisser, j'aurais pas fini d'amener mon pied au sol que déjà, boum, on va rentrer avec le fameux coup de poing marteau au niveau des cervicales. Encore une fois,
Ok, on vient avec le coup de poing marteau. Donc ça, c'est la frappe au parti. Maintenant, on va parler du coup de pied direct. Coup de pied direct qui va se travailler au ventre. Alors, le coup de pied direct, là, oui, comme on a dit tout à l'heure, on va travailler en levant bien le genou, on va bien armer. Tous les coups de pied qui seront directs, on va faire un pivot de hanche de la jambe d'appui de 90 degrés. On verra après que sur les coups de pied sur pied là, on va faire un 180 degrés. Mais là, il faut qu'on ait du 90 degrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on ne va pas se tracasser à penser tourner, pas tourner. Si on donne le coup de pied de manière juste et avec force, c'est la jambe qui va être entraînée qui va me tracter ma jambe d'appui et la faire pivoter. Donc l'idée, c'est que celle-ci va tracter l'autre. Ce n'est pas moi qui dois penser. Première solution. Ou deuxième solution, c'est de faire une préparation. C'est-à-dire que là, mon pied d'appui n'est pas en position. Ben, je vais faire la position d'abord et ensuite le coup de pied. Et là, ça va vraiment accentuer la puissance. Donc quand on donne un coup de pied direct, le but, ben, c'est de le sécher. Et pour le sécher, c'est très très important de rester le buste droit. Si quand je frappe, j'ai le buste vers l'arrière, s'il est beaucoup plus lourd que moi, c'est moi qui vais reculer. Donc mon buste, il va rester bien droit. Le pied, on donne l'angle de 90 degrés. Et on va frapper, on va pousser, on reste bien droit. Si je mets un petit peu mon corps vers l'arrière, c'est moi qui pars. D'accord? Donc pour bien rentrer, on est complètement détendu au niveau des hanches. On pose le pied, on est là, et on frappe. De ce côté. Et on frappe en coup de pied direct. Défense contre coup de pied direct. Quand tu vas mettre un coup de pied direct, ok, au niveau du ventre, déjà c'est important que quand il attaque, il ne fasse pas une fausse attaque, qu'il cherche vraiment à rentrer. Au pire, il me touche et je saurai que j'ai mal fait ma défense. On va encore une fois utiliser la partie médiane de l'avant-bras pour sortir l'attaque. Donc quand il va m'attaquer, je sors l'attaque. Ce qui fait que lui, emporté par son poids du corps, il tombe vers l'avant. 1. Ici, je vais rentrer, frappe partie, double frappe visage, saisie de l'œil, amené au sol. Encore. De ce côté. Il m'attaque. On va venir doucement. On chasse. Encore. On chasse. On chasse. On chasse, on frappe. On chasse, on frappe, on saisit, on amène au sol. Alam, alam, chou. Alam, alam, chou. Avant qu'on aille plus loin dans les coups de pied, ça c'était vraiment les coups de pied de base, c'est-à-dire la frappe au parti et la frappe au ventre, enlevez pas haut. On va voir nos armes naturelles, mais vraiment les plus évidentes. Tout le monde ne sait pas donner un coup de poing. Un coup de poing, ça demande beaucoup d'entraînement pour avoir un bon alignement au niveau du bras. C'est quoi le bon alignement? Le bon alignement, c'est ça. C'est qu'ici, d'un point de vue physique, mon poing, il est dans l'alignement, il est droit. Mais si je tape comme ça, je vais me faire mal. L'alignement, il doit se faire par rapport à cet os et par rapport à l'avant-bras. Là, on voit que cet os, il est décalé par rapport au bras. Par contre, si je fais ça, là, je suis dans l'alignement. Là, je ne suis pas dans l'alignement. Là, je suis dans l'alignement. C'est comme ça qu'on va taper un coup de poing. On va taper avec les deux kento. Quand on frappe un coup de poing, on part avec la main ouverte pour avoir un maximum de rapidité, comme si on tenait un œuf. On ne part pas crispé, sinon il n'y a pas de vitesse. On part avec la main ouverte et au moment de la frappe, on va venir frapper. Mais toujours comme si on tenait un œuf dans la main. On ne ferme jamais complètement. Et là, oui, on va avoir beaucoup plus de fluidité et de vitesse. Donc quand on va frapper, on rentre ici au niveau des kento, on rentre au niveau du poing. Ok. Donc maintenant, on va voir les autres frappes de la main qui ne nécessitent pas franchement un entraînement particulier. Est-ce que la position du poignet est bonne ou pas? Là, ce qu'on va voir, c'est les frappes de la main ouverte. On va utiliser la paume. La paume, ça s'utilise pour faire une frappe au niveau du nez, lui relever, lui rentrer son nez dans le cerveau. On va taper dans un angle de 45 degrés, d'accord? Donc on peut travailler ici, en main libre. On peut avoir pour plus d'impact, attraper les cheveux, attraper au niveau du cou, bam, lui rentrer le nez vers le haut, d'accord? Donc ça, c'est les frappes de la paume de la main. Ça peut s'utiliser aussi en gifle. Une gifle qui est très efficace, c'est dans cette partie ici, la tête. On peut venir taper ici, taper ici. Mes mains qui vont se recroqueviller un petit peu comme des cuillères. On va les faire dures. Surtout pas les doigts tendus, parce que si vous tapez sur une surface dure, vous pouvez vous tordre les doigts. On part recroqueviller et on va venir chercher la cavité de la gorge. Par exemple, pareil dans un angle de 45 degrés. Là, si je tape juste comme ça va le faire reculer. Mais si je chope 45 degrés d'angle, là, ça peut l'amener au sol. D'accord? Ça peut se travailler aussi au niveau des yeux, les pics à la gorge. Ensuite, on a ce qu'on appelle le zirtit. Zirtit, ça veut dire l'extérieur de la main. Pour taper le zirtit, il faut faire comme si on allait taper une gifle, mais au dernier moment, on pivote. Au dernier moment, on pivote.
On est là, comme une gifle. Quand je travaille, c'est pas un jeté de main, c'est encore un jeté de corps. Tout mon corps, il est comme un bloc. Boum. Alors, on est ici. Je pars comme un bloc. C'est pas ma main qui travaille, c'est tout le corps. Ici, je suis contracté, tout le corps. Et on va taper une gifle. On est là, on tape une gifle. Mais sauf qu'à la dernière seconde, on va tourner ici le zirtit. On est là, la gifle, de ce côté. On monte, tout le poids du corps. Donc ça se travaille beaucoup, justement, quand je suis sur une position latérale où je peux travailler avec le zirtit de cette main ici. Toutes les techniques, on verra dans le couteau qu'on va travailler ici et saisie de la chair. Eh ben, ça ne sera pas juste venir attraper le t-shirt, ça sera bien un zirtit et une saisie. D'accord? Pareil ici, boum, et saisie. D'accord? Donc ça, c'est le zirtit. Donc on a vu la paume de la main, le pic aux yeux, le zirtit. Maintenant, on va voir le coup de poing marteau. Ça s'appelle coup de poing marteau parce que c'est un coup de poing, mais on ne va pas le taper avec cette partie du poing, on va le taper avec la partie vraiment accessible à tous, même les enfants, ils ont l'habitude de travailler comme ça. Donc tout à l'heure, on a parlé de la frappe au parti, le coup de pied au parti, qui va l'amener dans une position où il me présente son dos, ses cervicales. Ici, je vais travailler un coup de poing marteau. Alors encore une fois, c'est tout le temps le même principe. Ce n'est pas juste un jeté de poing, c'est vraiment tout mon corps qui va se contracter pour former un bloc. On monte, on descend. On monte, on descend. Ce n'est pas juste le bras qui travaille, c'est tout le corps qui monte, qui descend. On fait comme une position militaire, on monte, on descend. Maintenant, on descend. Je voudrais descendre beaucoup avec mon corps, mais vous voyez, je suis un peu limité. Alors, l'astuce pour bien descendre, c'est de pivoter la hanche et de faire entrer le genou vers le bas. Et là, j'ai une grande descente. Là, j'ai une descente limitée. Boum. Là, j'ai une grosse descente. On casse le genou dans l'intérieur. Donc, on est là. On frappe, on descend avec tout le poids du corps. Bam. Ensuite, on peut venir saisir, on le verra tout à l'heure pour le drill, et briser. De ce côté, on est là, bam, il s'est baissé, bam, frappe du marteau. La frappe du marteau, elle ressemble, c'est exactement la même technique que la frappe du coude qu'on va voir tout de suite, mais l'intérêt, c'est que le marteau, il y a une plus grande distance. Donc là, je peux travailler de loin, me rapprocher, et ensuite faire le coude. D'accord? Donc ça, c'est l'intérêt du marteau. Donc ça, c'est le marteau de base, de haut en bas, mais on peut travailler aussi le marteau au niveau des os du visage, ici, bam. De ce côté, en intérieur, exactement la même idée que le zirtit, sauf que ça va être un point. Donc tout ça, ça s'appelle des coups du marteau. Ça peut se travailler quand on est ici, bam, au niveau de la gorge, bam, bam, frappe au parti, gorge, parti et swinger. Swinger, c'est la frappe qui consiste à utiliser tout le bras en tant que manchette. On peut travailler au niveau de la gorge, on peut travailler au niveau du menton pour faire des abdos au sol. D'accord? Donc ça, tout ça, c'est nos armes naturelles. Les coups de poing, pique à la gorge, coup de paume, zirtit, patiche. On a parlé des armes naturelles au niveau des mains. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre tête. Il faut que notre slogan, c'est weaponize your body, c'est-à-dire instrumentalise ton corps comme une arme. Rends ton corps une arme de guerre. D'accord? Donc, on a vu comment utiliser pour l'instant nos poings. On verra comment utiliser nos genoux, comment utiliser nos coudes et on va voir comment utiliser notre tête, pas seulement pour réfléchir, mais aussi pour taper. Parce qu'il y a beaucoup de situations où on est tellement proche au corps à corps où j'ai pas d'amplitude pour entrer des coups de poing et des coups de genoux efficaces, mais la tête, oui. Alors, un coup de tête, comment ça se travaille? On va venir toujours travailler sur un extérieur. Okay? Par exemple, je commence par un point ou un zirtit, point ou zirtit. Et ici, on a dit on attrape la chair. Et maintenant, à partir de cette position, faites très attention à l'erreur pour les examens. Le bras, s'il est tendu, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que d'ici, David, il peut passer dans mon dos et venir m'encercler. Okay? Je lui ai donné cette possibilité. Pourquoi? Je suis venu l'attraper ici, lui, il se baisse et il rentre. Il m'a saisi. Quand on vient saisir sur le couteau, etc., et sur toutes les autres techniques, ce qui sera toujours très important de faire, c'est de venir saisir et de plaquer le coude sur le torse. Là, il ne peut pas passer. Il pourrait passer, si vraiment il voulait se donner du mal, en vraiment descendant très bas et en rentrant en clinch. On le verra dans d'autres formations. Mais pour l'instant, de cette manière basique, il n'a pas où passer. Et ici, essaye de me donner un coup de tête. Il ne peut pas me donner un coup de tête. Donc, c'est ça l'intérêt d'entrer par diagonale. On évite soi-même de prendre un coup de tête. Et moi, par contre, à partir d'ici, bim, bim, je peux travailler le coup de tête. Le coup de tête, il se travaille à partir du buste et à partir de l'articulation. Vous avez deux écoles. Il y en a qui vous disent non, c'est que l'articulation. Il y en a qui vous disent que c'est que le buste. Nous, on travaille les deux. La puissance du buste plus le mouvement du ralenti au niveau du cou. Donc quand on est ici, on va venir travailler boum, boum. On va travailler avec toute cette partie du front, la partie dure, sur la partie molle. D'accord? Les arcades, le nez, les arcades. Si moi je tape sur sa partie dure, c'est moi qui vais m'évanouir.
Ok? Donc ma partie dure sur sa partie molle. Ici, c'est très bien parce que c'est pas dangereux, mais ça saigne beaucoup. Et lui, ça va l'impressionner, ça va le gêner. Il y en a, ils s'évanouissent rien qu'en voyant leur sang. Donc le coup de tête, de la manière la plus sécurité, c'est très à partir d'ici. Et ce dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure, une manière un peu plus efficace, mais moins sûre pour vous, c'est de rentrer de face. Pour rentrer de face, ça veut dire que je vais choper ma cible, je vais bien me la caler ici. Là, je l'ai calé, bim, 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 bim. Je ne le laisse pas partir. Comment? Je le cale ici et au niveau des pieds, vous pouvez voir que je bloque son pied ici. Ce qui fait que quand je bloque son pied en bas, en même temps que je frappe, lui, il voudrait partir en arrière. Normalement, sur le premier côté, bim, il part à 2 mètres. Ok? Mais moi, ce que je fais, c'est vraiment vicieux, c'est que je me le cale ici, je bloque son pied, bim, 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 et je le descends. D'accord? Donc ça, c'est l'idée pour travailler le coup de tête. Qui dit coup de tête, dit coup de genou. Pour travailler nos coups de genou, on va travailler, nous les coups de genou, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les frappes au parti. D'accord? Donc pour travailler les coups de genou, pareil, on va venir ici attraper. De la même manière qu'on utilise le zertit, on va utiliser l'avant-bras pour mettre un zertit des avant-bras. Et on va venir attraper ce point ici où en général les gens ils n'ont pas de cheveux, ils ont une calvitie. Pourquoi? Parce que résiste, je vais essayer de te baisser, résiste. Ici, il a beaucoup de force pour résister. La manière dont j'attrape ici avec mes mains, il peut beaucoup résister. J'arrive pas. Par contre, si je viens au niveau de la calvitie, là je peux le baisser. D'accord? Résiste au niveau de la calvitie. Là, je peux le baisser. D'accord? Ici, c'est trop fort. Ici, par contre, je le baisse en 2 secondes. Donc, quand on va venir attraper, c'est pas les bras droits, c'est les bras plaqués. On chope la calvitie, on ne croise jamais les doigts, c'est une main sur l'autre. Et on va venir travailler ici, bam, au niveau des parties. Alors, quand on met un coup de genou ou un coup de coude, c'est très important que le genou ou le coude, il soit comme un couteau. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre un coup de coude comme ça. Et je vais plier à fond mon bras pour avoir un joli coup de coude. Pareil, mon genou, je plie, je l'arme bien, bam, et je rentre. Il faut que ça pique, bam, comme un couteau. Donc ça, c'est l'idée du coup de genou. Quand on veut travailler les coups de genou d'un type un peu box style pour travailler au sac, ok, ce qui est bien pour l'entraînement, c'est qu'on va faire un coup de genou. On va vraiment partir chercher loin derrière pour en gagner en puissance, bam. Et au moment où ma jambe elle va toucher le sol, il va y avoir un changement de jambe. C'est l'autre jambe qui va partir derrière. Boum, elle va partir au sol, l'autre elle part derrière. Bim, 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 bim. Et on enchaîne ainsi les coups de genou. Alors nous, en Krav Maga, on ne va pas rester à travailler 1 heure avec les coups de genou. Quand on est ici, on va venir choper sa tête, taper un genou. Si lui, par exemple, il veut venir en même temps lui aussi me donner un coup de genou, ce qu'on va faire en attrapant ici sa tête et en jouant avec ses bras, lève ta jambe. Dès qu'il lève sa jambe, nous on applique une pression comme avec un guidon. On applique une pression là. S'il lève cette jambe, nous on applique une pression. Donc en plus de la pression que je vais appliquer, c'est que par exemple, s'il va lever cette jambe, lève, moi j'applique une pression et j'applique un tai sabaki. C'est un mouvement circulaire. Et pour le faire tomber derrière moi, viens me donner un coup de genou, hop, et on l'amène au sol. D'accord? Donc ça, on rentrera dans les autres formations plus en détail comment on travaille les genoux. Mais le coup de genou de base, c'est ça. D'accord? On rentre une piqûre, bam, au niveau des parties et on enchaîne. Et rappelez-vous toujours, il y a beaucoup de gens qui disent coup de genou, coup de tête. Mais si j'ai donné un coup de genou, où est-ce que je vais donner un coup de tête? Donc c'est toujours bien, bim, coup de tête, ensuite coup de genou. Et ensuite la frappe marteau. Mais on va y venir, vous allez voir que tout s'enchaîne. Maintenant, les autres armes naturelles qu'on va voir, c'est les coups de coude. On en a 7 et je vais vous les montrer dans le vide et après je vais vous montrer leurs applications. Premier coup de coude, on va le travailler de face. Donc faites très attention. Regardez cette séquence une première fois en regardant ma position de coude, mais le plus important pour vos examens, c'est ma position des jambes. Quel pied je pivote? Donc pour le coup de coude de face, on pivote. Coup de coude latéral, on pivote ce pied. Coup de coude arrière, toujours le même pied. Et là, on va passer dans les horizontaux. C'est l'autre pied qui pivote. Et vous vous rappelez, on a parlé du patige qui descend. Et ben, on a le coup de coude qui descend, pareil. Le genou cassé dans l'intérieur. Là, on a le coup de coude qui est descendu. Et ensuite, on va avoir le coup de coude quand on a une personne qui nous saisit par l'arrière. On n'a pas beaucoup d'amplitude. On va devoir pivoter la hanche. Ok, là, je trappe l'adversaire derrière moi. Boum, on pivote la hanche. En général, après ce coup de coude, il a relâché son étreinte. On a le coup de coude qui remonte. Donc, on répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Premier coup de coude, on est encore à corps en travail. Boum. Premier coup de coude. Deuxième coup de coude, je suis en train de conduire ou je suis assis dans un bus. J'ai quelqu'un qui vient en latéral. C'est pas de rentrer comme ça. C'est avec la partie arrière du coude qu'on va venir rabattre un coude sur son visage en pivotant bien la hanche.
Troisième cas de figure, il y a quelqu'un, je sais pas, qui est derrière moi, qui me pousse, etc. Boum, on envoie le coup de coude. Le regard, pivot de la hanche opposé, et on fera boum, boum. Ok. Donc ça, c'est les trois premiers horizontaux. Le quatrième, on a fait 1, 2, 3. Le quatrième, c'est dans un cas où, encore une fois, on est au corps à corps, on est très proche. On va remonter du bas vers le haut. À savoir que ce mouvement, maintenant que je vous montre, comme ça, je me recoiffe, eh bien, c'est aussi une défense. Si lui vient pour me donner un coup de tête, je lui présente mon coude, je peux même lui présenter les deux coudes. D'accord? Il vient pour me donner un coup de tête, boum, je lui présente le coude. D'accord? Donc, c'est un coup de coude qui remonte, mais ça peut aussi être une défense sur coup de tête. Donc, on a dit ensuite, quand il s'est baissé, on a le coup de coude qui descend. On a vu le patiche qui est plus long, qui me sert à m'approcher, et ensuite le coup de coude. Ok? Et maintenant, le cas où il me ceinture par l'arrière, fermé. Ok? Quand on est ici, on verra ça tout de suite dans la ceinture orange, que quand on est là, on va créer un chemin pour frapper. Ici, il a un peu ouvert son étreinte. On va dire qu'il me sert beaucoup plus fort que ça. Il a juste un peu ouvert son étreinte qui me permet maintenant ici, vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup d'amplitude ici pour envoyer un coup de coude. Donc, qu'est-ce qui va faire que le coup de coude est efficace? C'est le pivot de la hanche. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas un jeté de bras, c'est un jeté de corps. Bam! Là, il a senti mon corps. Si je cherche à travailler juste avec mon coude, ça lui fait rien du tout. Par contre, si je travaille en un bloc tout mon corps, bam! Là, il part en arrière. Donc, en général, cette défense, elle va se faire 1, 2, 3. Et quand on est ici, on a le coup de coude qui remonte. Notre dernier coup de coude qui remonte au niveau de la tête. Après, on pourra enchaîner encore avec le numéro 3 et attraper et amener au sol. Tout ça, on verra plus tard. Donc là, on a vu les armes naturelles, à savoir les coups de poing, les directs, les crochets, les uppercuts, pique à la gorge, coups de paume, zirtite, les patiches, coups de poing marteau, les coups de genoux, les 7 coups de coude. Donc là, c'est que la première partie de la ceinture jaune et regardez déjà tout l'arsenal dont vous disposez. Maintenant, on va parler, on a vu les attaques avec les armes naturelles, maintenant on va voir comment on va faire pour défendre contre ces fameuses attaques. Par exemple, s'il m'attaque en gauche-droite. Alors à partir de maintenant, faites bien attention, et ça pour tout le reste de votre carrière en Krav Maga, on va utiliser la partie médiane de l'avant-bras. C'est-à-dire ici, le milieu de mon avant-bras et tout autour, c'est une arme. Tout ça, c'est une arme pour attaquer et pour défendre. On va avoir plein d'exercices qui se baseront tout le temps sur cette défense. On va avoir toutes les défenses de coup de poing, on verra la défense de bâton, les défenses glissées sur attaque, coup de pied, énormément de défenses où on va utiliser le milieu de l'avant-bras. Quand il va être en position de garde face à moi et qu'il va vouloir me donner par exemple une droite, okay? Quand il va me donner sa droite, si moi je venais à faire ma défense comme beaucoup de gens font en utilisant ma main. Alors c'est vrai, j'ai chassé son bras, mais regardez ce qui se passe. Quand je chasse son bras, ici, il y a un triangle qui se dessine. Ce triangle, il vient m'apprendre que si David, quand il m'a attaqué, à la dernière seconde, il avait décidé de piquer en bas, parce qu'il y a ce triangle, j'ai pas de défense. Donc, on ne défend pas avec la main. Un coup de poing, ça se défend avec le milieu de l'avant-bras. Et quand je fais ça, automatiquement, il n'y a plus de triangle, il y a une ligne droite. 1, 2, et moi, je vais sur lui vers l'avant. Je travaille avec le milieu de mes avant-bras. Il m'attaque, bam, 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 bam. De l'autre côté, bam, 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 bam. Ok, donc c'est des parades sèches. Ensuite, vous allez me dire, il va falloir enchaîner. Enchaîner, on va utiliser le drill qu'on va apprendre en fin de ceinture. Ce drill, cet exercice type, vous allez l'utiliser pendant les 2-3 premières ceintures en Krav Maga, surtout. Défense d'étranglement, j'enchaîne avec le drill. Défense 360 degrés, j'enchaîne avec le drill. Défense sur menace couteau, j'enchaîne avec le drill. Parce qu'au début, vous n'avez pas d'automatisme. Le fait d'utiliser le drill, cet exercice paramétré, ça va vous aider, d'accord? Mais si déjà, pour vous donner une idée, on va aller sur des choses efficaces. J'ai fait ma défense, boum, on peut rentrer une frappe au parti, d'accord? Encore une fois, défense, boum, frappe au parti. Ah, il s'est baissé, ça me rappelle quoi? Boum, frappe du marteau, faut venir ici, choper les cervicales, d'accord? Donc ça, c'est les défenses contre gauche et droite. On va utiliser le milieu de l'avant-bras, des parades sèches et bien rectilignes, bien droites pour sortir la défense. Maintenant, on va parler des coups de pied, low kick et middle kick. Comme le nom l'indique, le low kick, c'est un coup de pied circulaire bas. Le middle kick, c'est un coup de pied circulaire à frappe médiane au niveau des côtes. Alors, on va montrer déjà c'est quoi le coup de pied. Alors, le low kick, c'est quelque chose, pas seulement pour le combat professionnel, mais aussi pour le combat de rue, de très efficace. Parce que quelqu'un qui a plus de base, on lui sape ses bases, on lui sape ses jambes, même s'il fait de la boxe anglaise, s'il n'a pas de bonnes jambes, pas de bonne base, il ne pourra pas avoir d'efficacité dans ses coups de poing. Donc c'est très important de savoir tétaniser une jambe, de savoir faire mal avec une jambe.
La première des choses à savoir faire, c'est encore une fois taper jambe morte et pas avec contraction et de faire un pivot à 180 degrés tant que possible avec la jambe d'appui. L'idée, ça serait que ma poche, elle soit pointée vers le ciel et que moi, j'aille regarder derrière. Alors bien sûr, en combat, il faut garder la vue face à soi, mais c'est vraiment l'idée au départ, quand c'est compliqué pour vous, d'aller regarder derrière vous. C'est-à-dire que si je suis là, je vais regarder derrière. Là, je sais que j'ai donné 180 degrés, j'ai fait un bon pivot. Ou alors, une autre chose qu'on peut faire, par exemple sur le middle kick, relève-toi, c'est que il me tient le coup de pied, l'épaule pour le middle kick. Déjà, il ne va pas me les tenir comme ça. Si vous les tenez comme ça, je vais taper en coup de pied direct et je vais croire que c'est un middle kick. Pas du tout, il n'y a pas eu de pivot de hanche. Il va le tenir comme ça et il va mettre son autre jambe comme ça. Ce qui veut dire plus haut le genou. Ce qui veut dire que si je viens avec un coup de pied direct, je vais heurter son genou, je vais me faire mal. Pour me forcer à venir en ligne médiane, j'ai peur de son genou. Donc quand il a le genou levé, moi je suis obligé de venir en ligne médiane. Donc maintenant sur le low kick, c'est le même principe. Descends. Quand on est ici, on va venir frapper et on va se rapprocher le plus possible du sol. On ne va pas garder une position haute. On va vraiment venir s'ancrer dans le sol sur le talon et pivoter. Maintenant, vous allez voir que quand je frappe, je ne vais pas mettre mes deux bras ici et je perds l'équilibre. Pour garder l'équilibre, oui, je vais jeter un bras, mais il y a un autre bras qui va monter en biais, protéger mon visage. Quand ici, je viens protéger mon visage, ça me donne une protection et l'autre bras, il m'assure un équilibre. D'accord? Donc, ne faites pas ça. Et ça va même accentuer mon mouvement de hanche en jetant mes bras à l'inverse. Donc là, on a vu le coup de pied, low kick, en théorie. Maintenant, on va voir le middle kick. On va faire un lever de hanche. Lever de hanche tout le temps, le genou, il part de face. Et on va venir pivoter. Donc ça, c'est le middle kick en théorie, en décomposé. Maintenant, pour gagner en puissance, mais ne le faites pas directement, faites-le bien plus tard. On en reparlera dans une formation plus élevée. C'est que quand je suis ici, je vais, comme pour le coup de poing, je vais vous expliquer que ce n'est pas un jeté de poing, mais c'est un jeté de corps. Je vais essayer de faire un jeté de corps, c'est-à-dire que je ne vais pas faire partir ma jambe d'ici et la ramener. Je vais amener tout mon corps vers l'avant. Quand je suis là, et là, sans forcer, je sens que j'ai plus de puissance que dans un mouvement où je viens et je jette juste ma jambe. Là, je cherche à faire un jeté de corps. Je vais venir inverser mes hanches. On est là. De ce côté. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette façon de travailler, c'est qu'on gagne en rapidité, d'accord? Entre le moment où ma jambe elle est là et le moment où elle percute le pas haut, c'est immédiat. Il n'y a pas eu ce long chemin où il peut identifier le coup de pied et essayer de le parer. Donc là, on a parlé du low kick et du middle kick. Maintenant, on va essayer de voir comment on fait pour défendre sur le middle kick et sur le low kick. Eh bien, c'est très simple. C'est des mouvements circulaires qui viennent du côté. Donc, qui dit circulaire, dit défense circulaire. C'est-à-dire que mes jambes, elles vont devoir faire une défense vers l'extérieur. Je ne vais pas lever mon genou de face sur le low kick, je vais le lever en extérieur. Quand lui vient pour me donner un low kick, je lève ma jambe vers l'extérieur. Il me donne le low kick, ma jambe elle va vers l'extérieur. Ok, pareil s'il me donne de l'autre côté, ma jambe monte vers l'extérieur. Et je pourrais même, si je veux, utiliser ma jambe avant pour stopper l'attaque. D'accord? Donc c'est très simple, on lève vers l'extérieur. Maintenant l'idée elle est que ne faites pas des défenses en levant très haut la jambe. Parce que là il peut passer en dessous, passe en dessous et taper la deuxième jambe. Hop, il vient chercher la deuxième jambe. Et moi c'est quelque chose que j'aime bien faire en combat. Quand je vois que je fais une attaque et lui il fait sa défense, boum, boum, et il vient en haut sur la deuxième, hop, on vient chercher les deux jambes. Ça manque pas quand vous êtes quelqu'un qui fait de la boxe taille, un professionnel, et il voit que vous vous amusez à faire des parades trop hautes, un low kick, deux low kick, il vous met en confiance, sur le troisième, il vous fauche les deux jambes. Maintenant, on va parler du middle kick. Quand il va venir travailler en middle kick, là, on n'aura pas le choix, on va lever un peu plus sa jambe, mais pour pas avoir trop la levée, on va se faire, comme on a dit, petit. Et on va positionner son coude sur le genou en extérieur, ou alors vous pouvez mettre le coude dans l'intérieur du genou, ou sur le genou en extérieur pour venir parer. Il m'attaque en middle et on défend. L'autre côté, il m'attaque, boum, boum.
Maintenant, ce qui est très important, c'est que ça, c'est la défense. Mais il faut toujours, quand vous travaillez ces défenses de coup de pied, analyser la distance qui nous sépare. À savoir que quand je suis là, j'attaque, je suis dans une distance compliquée pour l'attaque de poing proprement dite, mais par contre, je suis très à l'aise pour, vas-y, quand tu le sens, tu m'attaques, pour venir pousser. Le fait de pousser, j'ai pas eu besoin de faire le tibia contre tibia, le choc très dur. Il vient pour m'attaquer, on annule l'attaque en poussant. De ce côté, c'est-à-dire que je me préparais à venir faire ma défense, mais je suis venu pousser. L'idée, c'est que le cerveau, c'est un ordinateur magnifique, ultra performant. Quand moi, je viens pour mettre une claque à David, automatiquement, mon cerveau, il fait un calcul très complexe pour que le maximum de ma force, il soit au moment de l'impact. Le maximum de ma force, il n'est pas dans l'élan, il est vraiment au moment de l'impact. Pareil, quand il va mettre un coup de pied, le maximum de la force, il est quand il va arriver sur mes côtes. Donc, si je sais ça, j'ai tout intérêt à venir chercher la défense à mi-chemin, quand elle n'a pas encore atteint son sommet de force. Donc là, c'est l'idée. C'est soit de venir chercher la défense ici, ou par exemple sur un low kick, de venir chercher, sur un low kick, venir chercher vraiment à mi-chemin, ou alors, dans le cas où j'ai vraiment vu l'attaque assez tôt, de venir pousser. Vous voyez, je pars dans ma défense, mais je viens pousser pour annuler l'attaque. Donc ça, c'est très important à savoir faire. Donc là, on a vu le low kick, middle kick, qui se travaille. Lève les bras. Il se travaille donc en jambe droite, en jambe gauche. On peut le travailler en dessous kick, dans l'intérieur, et pareil en jambe gauche. Un petit détail que je vous rajoute, mais on le verra dans la formation ceinture bleue, c'est que le low kick, on peut le donner donc à cette distance, mais vous verrez qu'on peut le donner aussi à une distance beaucoup plus proche, qui tétanise, sans force. Et on vient travailler sur le muscle avant, de notre opposant. Maintenant, on va passer aux défenses 360 degrés. C'est quoi les défenses 360 degrés ? C'est encore une fois, on a vu comment esquiver les coups latéraux au niveau des jambes. Maintenant, on va voir comment esquiver des gifles ou des crochets ou des futures attaques couteaux. Il y a 4 positions à retenir. Avant, à l'origine du Krav Maga, il y en avait 14, il y avait pas mal de choses. Encore récemment, on en enseignait dans la fédération 7. Mais pour faire encore plus simple et plus facile à assimiler, on va se réduire à 4 positions. À savoir 1, 2, 3, 4. Je répète. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On travaille toujours devant le corps et pas aligné au corps devant le corps. 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est les défenses 360 degrés, uniquement 4. Et vous allez voir qu'avec ça, viens David, si vous prenez quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de Krav Maga, vous commencez même pas par lui enseigner ces 4 positions. Vous lui dites juste une chose très simple. Je vais venir avec ma main essayer de toucher ton visage. Arrête ma main. Vous voyez ? Bon, David, il connaît l'exercice, mais vous pouvez tester ça avec votre femme, avec vos enfants. Instinctivement, ils font la parade. C'est un mouvement instinctif. Le Krav Maga, c'est basé sur les gestes instinctifs. Pourquoi on ne ferait pas une belle esquive, comme on verra dans les formations plus élevées pour le combat professionnel ? Non, parce qu'on se base sur le mouvement naturel, le mouvement de l'enfant. Un enfant qui n'a jamais fait d'arts martiaux, par peur, il veut se protéger, il lève ses bras. Donc nous, à partir de ça, en Krav Maga, le mouvement instinctif, on crée la défense. Donc quand il vient pour m'attaquer, nous on crée la défense. Maintenant cette défense, on va essayer de la transformer un petit peu en attaque. À savoir que ici c'est juste une défense. Mais là si tu zoomes, tu vas voir qu'au moment de l'impact, ma main elle part de cette position, mais au moment de l'impact, il y a une légère vrille. Et c'est ça qui va lui faire mal. Quand je suis là c'est une défense sèche. Par ce travail de supination, on va venir tourner dans la défense. Alors après, la chose à faire, c'est que lui va me faire plusieurs attaques des deux côtés. Et dès qu'il voit que je suis à l'aise, petit à petit, il va accélérer. Okay ? Le but, c'est qu'il arrive à me toucher. Dès qu'il arrive à me toucher, ça veut dire que ça va, j'ai atteint pour aujourd'hui le maximum de ma vitesse. Ok ? Donc le but, c'est vraiment d'être dans un mouvement. C'est pas seulement que je défends, je rentre. Je suis pas dans une idée d'être victime, je suis dans une idée d'être attaquant. Et c'est à partir de ce moment où vous saurez bien faire le 60 degrés, comment vous allez aider votre partenaire à travailler, pas en cherchant à le piéger. Au début, vous allez vraiment lui faire des attaques téléphonées. Vas-y, fais tes défenses. Boum, il est à l'aise. Il est à l'aise, il est à l'aise. Après, j'accélère. N'allez pas travailler des attaques très courtes. C'est stupide, personne ne peut travailler. Laissez-le prendre confiance. Laissez votre partenaire apprendre et il va progresser avec vous.
Ensuite, la deuxième étape, là, on va travailler encore plus doucement parce qu'on va faire un mouvement qui est contraire au premier principe qu'on a énoncé. Le premier principe qu'on a énoncé, c'est des mouvements naturels. Maintenant, on va faire quelque chose d'antinaturel, qui n'est pas du tout un mouvement initial dans notre coordination, à savoir de défense et contre simultané. Donc, pour vous expliquer, quand je vois qu'une personne va m'attaquer avec une gifle ou avec un couteau, j'ai vu l'attaque à l'avance, je me suis entraîné, j'ai répété mon mouvement de Krav Maga, je vais sortir ce 1. Mais si c'est une attaque surprise, et c'est le cas dans 90% des cas, n'espérez pas faire le 1. C'est impossible, votre cerveau ne pourra pas faire ce mouvement parce qu'il n'est pas simple, il n'est pas naturel. Même si vous l'avez répété des milliers de fois. Vous pourrez le faire encore une fois si vous avez vu venir l'attaque. Si je n'ai pas vu venir l'attaque, je peux m'estimer heureux de faire juste ça, d'accord, de faire une défense. Donc je répète, on a vu dans la timeline, c'est-à-dire l'échelle du temps, l'attaque venir de loin, on va faire le 1 pour faire ce qu'il y a de plus efficace. Mais si c'est une attaque surprise, contentez-vous de faire la défense, vous ne pourrez pas faire plus et soyez-en satisfaits. Donc maintenant, défense et contre simultané. Boum, je me recalibre au milieu et on continue. Boum, boum, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Encore une fois, quand je vais faire mon travail de défense et contre simultané, j'essaye de ne pas faire des jetés de bras. Je ne fais pas des jetés de bras. Je synchronise, je contracte tous mes muscles et je travaille. Ce n'est pas un jeté de bras, regardez, il y a tout le corps qui suit. À chaque fois, vous allez voir, dans chaque défense, je vais faire des petits pas. Ce petit pas, il amène quoi? Qu'au moment de l'impact, mon corps il touche le sol, c'est tout le corps qui frappe. Encore une fois, bam, 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 bam. Ok? Donc ça, c'est défense 360 degrés. Ok, maintenant on va parler des menaces sur arme à feu. Avant même de commencer à travailler les défenses d'armes à feu, comme je vous ai dit en introduction sur cette formation, à quoi ça va me servir de savoir désarmer quelqu'un qui menace avec une arme si je ne sais pas me servir de l'arme par la suite? Donc, qu'est-ce que ça veut dire savoir servir de l'arme? Savoir déjà comment elle fonctionne, comment l'armer. Croyez-moi, même si vous avez pu voir ça à la télé ou dans des films, c'est pas très simple. Quand on apprend, ça le devient, mais c'est loin de tout ce que vous pouvez penser. Une arme, elle a un type de fonctionnement, des fois d'une arme à l'autre, c'est un peu varié. Donc, je vous incite déjà à tous, allez dans un stand de tir, travailler avec une arme automatique pour comprendre comment ça fonctionne. Le fonctionnement de base, c'est quoi? C'est qu'ici, vous avez un chargeur qui peut prendre en général 10, 12, 14, 15 balles que vous allez rentrer. Vous avez la culasse ici, que quand vous allez actionner vers l'arrière, ici, il y a une chambre sur une vraie arme. Et ici, il y a un ressort dans le magazine qui pousse les balles. Donc nous, on entasse les balles et on plie ce pauvre petit ressort et il est concrètement contracté. Quand on va amener la fenêtre vers l'arrière, le ressort, il va avoir un peu d'espace, il va pousser une balle vers le haut. La culasse, elle a chargé sa balle, elle repart. Et quand on va tirer, le chien, il va taper l'arrière de la balle, provoquer une explosion, le corps de la balle il est projeté ici par la fenêtre et la tête de balle elle part et vous avez tiré. Et pourquoi on appelle ça une arme automatique? C'est parce qu'au moment où vous allez tirer, l'arme automatiquement elle va partir chercher une autre balle. Et dès que votre chargeur il sera vide, la culasse elle va rester vers l'arrière. D'accord? Donc ça c'est le fonctionnement basique d'une arme à feu. Donc là je vais vous montrer une défense pour la formation ceinture jaune, une seule défense. Mais qu'il faut connaître parfaitement parce que celle-ci, je vais vous dire, elle est passe-partout, vous pouvez l'appliquer sur tout type d'attaque. D'accord? Quand il va me menacer avec son arme, la première des choses que je dois faire, c'est lui donner ce qu'il a envie. Tu veux mes clés? Prends-les. Allez, tiens, tu veux la voiture? Tu veux le portefeuille? Vas-y. Au revoir. Et là, je rentre chez moi en vie, ça y est, j'ai fait du Krav Maga, j'ai sauvé ma vie. Parce que il y a beaucoup de gens à qui vous allez dire, qu'est-ce qui vaut le plus cher? Ta vie ou ta voiture? On dit, c'est ma vie. Mais c'est quoi qui coûte le plus cher? Ton portefeuille ou ta vie? C'est ma vie. Mais après, le problème, c'est quoi qui coûte le plus cher? Ta vie ou ton ego? L'ego de la personne, ça peut tuer une personne. Il y en a par ego, dire, moi, il veut me voler ma voiture, moi, il veut me voler mon portefeuille, je vais pas me laisser faire, boum, 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 une balle est partie, il est mort. Ou peut-être même l'attaquant, il est mort. Mais maintenant, va te justifier en justice que pour un vol à main armée, toi, tu as retourné l'arme, ça peut être compliqué, on ne sait jamais sur quelle justice on tombe. La première des choses à faire, c'est mettre son ego de côté. Prends ce que tu veux, laisse-moi. Maintenant, si vous voyez que cette personne vous menace et que parce que vous êtes juif ou parce que vous êtes américain, peu importe ce que vous êtes, à cause de ça, c'est racial, il va vous tuer. Là, oui, tentez à faire quelque chose. Donc, quand il menace, la première des choses à faire, c'est lui donner aussi ce qu'il a envie de voir, c'est la peur. Je ne joue pas le héros, je fais le peureux. Mais là, j'ai déjà fait 90% de la technique. Oui, 90% de la technique, comment? J'ai rapproché mes mains de l'arme.
Si je dois faire ma technique depuis ici, c'est un grand mouvement. Mais quand je suis ici, même une personne âgée, quelqu'un qui n'est pas très athlétique, il pourra sortir l'arme le plus rapidement possible parce que les mains elles sont proches. Mais on ne fait pas genre, ah, je vais attraper l'arme. Non, on le fait vraiment avec un phénomène de peur. Donc, je rapproche mes mains de l'arme et à partir d'ici, faites très attention, c'est l'erreur sur laquelle beaucoup de gens échouent à l'examen de ceinture jaune, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir amener l'arme en diagonale, ici pour sortir. Alors c'est vrai que là, j'ai sorti l'arme, il ne va pas me tirer dessus. Mais maintenant, on va expliquer un grand principe très important. Quand vous vous entraînez avec votre partenaire, demandez-lui toujours de vous donner la vraie réaction naturelle au mouvement que vous exécutez sur lui. À savoir, si je donne un coup de pied au parti à David, bah, sa réaction, c'est de rester en bas. Mais pourtant, je vois des fois aux entraînements, des gens, ils font 1, le gars, il reste debout, ils enchaînent gauche-droite, etc. Donc, les gens, ils s'entraînent pendant des années sur du faux. Et puis après, quand ils arrivent dans la rue, bah, tous les automatismes qu'ils ont créés, ils ne marchent pas. Parce que le partenaire, il a donné des fausses habitudes. Donc, le mouvement naturel, quand quelqu'un se sent menacé avec une arme à feu, dès que moi, je vais toucher l'arme, lui, il va tirer l'arme vers lui. Et quand il retire l'arme vers lui, là, j'étais bien. Mais dès qu'il a fait son mouvement naturel, pas parce qu'il est vicieux, c'est son mouvement naturel, l'arme, elle est sur moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai cherché à amener l'arme en diagonale. Tire l'arme vers toi, l'arme, elle est sur moi. Donc là, il faut vous imaginer qu'ici, il y a une fenêtre. Et là, il y a un mur. On ne peut pas faire de pas. On ne peut pas avancer. D'accord? Ne faites pas l'erreur d'avancer un pas. La défense va se faire en 2 temps, pas en un temps. Le 360 degrés, ça se fait en un temps. Les défenses couteau, ça se fait en 1 temps et demi. Là, c'est du 2 temps. Premier temps, on va sortir l'arme complètement sur le côté. Quand l'arme est sortie complètement sur le côté, regardez comment j'ai déhanché, je suis en perte d'équilibre. Ramène l'arme vers toi. L'arme, elle n'est pas sur moi. Parce que je l'ai tiré complètement sur le côté. Si je l'avais amené ne serait-ce qu'un peu en diagonale, au moment où il revient, l'arme, elle est sur moi. Donc là, on amène complètement l'arme sur le côté. Bam! Ça, c'est le 1. Et lui, au moment où il va se rétracter, et peu importe même s'il ne le fait pas, moi, parce que je suis en déséquilibre, eh ben, je vais utiliser des déséquilibres à mon avantage. Je vais tomber sur lui, vraiment tomber. Et à la dernière seconde, pour pas vraiment tomber au sol, je vais mettre ma jambe pour me rattraper. En même temps que je tombe, je synchronise une frappe visage. Il me menace. 1, on a sorti l'arme. Bam! 2, on est venu frapper. 3, on va venir chercher au niveau du coin de l'arme. Ici, avec le coude, on va faire une pression sur son avant-bras pour faire tourner l'arme jamais vers nous, vraiment pointer vers le bas et on ramène. Une erreur commune. Beaucoup de gens, quand ils vont faire le désarmement, ici, ils vont rester avec l'arme droite. Ici, si l'arme elle est droite, ça s'appelle que c'est une autoroute. S'il tire sèchement l'arme droit vers lui, il retire l'arme, il peut l'enlever parce que c'est une ligne droite. Donc, pour ne pas avoir ce phénomène de ligne droite, on amène le canon un peu vers lui. Ensuite, quand vous faites le désarmement, vous devez rester sur place. Ne cherchez pas à gagner du temps, à commencer à reculer. En même temps, le désarmement, l'arme, elle est pointée vers vous. Ici, je désarme, ensuite je recule. Encore une fois, c'est du 2 temps. Ne cherchez pas à faire le désarmement et la prise de distance en 1. Ça, c'est faux. D'accord? Donc, on revoit la défense. Bam! 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 Frappe, on arme et on a gagné de la distance. L'autre côté, il me menace. Bam! Bam! Et on a l'arme. Doucement. Et on a l'arme. De ce côté, doucement. Et on a l'arme. Maintenant, on va voir comment on défend sur une attaque au bâton. Le bâton, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi, dans cette configuration, on pourra dire que moi, ici, je suis plus fort que David? Exactement, vous l'avez compris. Parce que quand moi, je suis ici, je suis à une distance où je peux le toucher, tant ton poing, et lui, il a une distance où il ne peut pas me toucher. Le bâton, c'est le prolongement de ma main. À cette distance, je peux le toucher. Donc on comprend que quand quelqu'un nous attaque au bâton, ce qui lui donne l'ascendant, c'est la distance. Donc nous, on comprend qu'il faut casser la distance. Donc comment on va faire ça? On va se transformer en flèche. Quand on est ici, on va se laisser tomber vers l'avant. Et vous avez vu que pour ne pas tomber à la dernière seconde, je me suis rattrapé avec mon pied. Le même pied, du même côté de la main qui va défendre. Maintenant, regardez, la position de mon corps, il est complètement en biais. Et mes mains vont dessiner une flèche. Donc là, vraiment, j'ai une position aérodynamique vers l'avant. Si je venais à faire une défense, parce qu'on va faire une défense ici glissée, mais j'ai attaque au niveau de la tête, ici, vous voyez, si je garde mon corps droit, je fais bien la défense au niveau de la main, il va me toucher. Par contre, si j'ai le corps complètement vers l'avant, là, je peux protéger mon corps. Donc ici, on va venir tomber pour avoir une forme aérodynamique. Et ici, on va venir faire la défense. De ce côté,
Quand je fais ma défense, il ne faut pas avoir le bras tout flagada, il faut avoir le bras dur comme de la pierre, comme du fer. On est là, bam, on glisse, on rentre. Donc on peut rentrer soit comme une flèche vers l'avant, c'est-à-dire que mes deux bras, un va glisser sur son bras, l'autre va rentrer au niveau de l'épaule, ou une partie de la flèche va être un point au niveau du visage, ou une partie du bras va être l'avant-bras qui va rentrer ici au niveau du cou, d'accord, pour le pousser. Maintenant, quand on va venir travailler la défense de bâton, faites attention. Beaucoup de gens dans les salles, vous allez les voir, ils travaillent et ils attaquent le partenaire dans la ligne de l'épaule. Vous voyez, ma ligne d'épaule. Ce qui veut dire que quand j'attaque dans la ligne de l'épaule, bah, je l'attaque là. Donc c'est une parade complètement fausse. Et les gens, même David là, si vous avez fait attention, il m'attaque comme ça et c'est complètement faux. Attaque-moi dans la ligne d'épaule. Là oui, c'est vrai. Vous voyez les gens, ils font la défense comme ça, c'est facile. Ils s'engouffrent encore une fois. Boum, ouais, c'est facile, on enlève le bâton. Mais c'est pas une réelle attaque. Quand il vient dans la ligne, non pas d'épaule, mais la ligne de tête, là, vous n'avez pas où vous engouffrez. Là, vous avez où rentrer, c'est facile. Là, il n'y a pas où rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le cas où, à 99% du temps, on va vous attaquer dans une ligne de tête? Fiche ton bras ici. Il est dans la ligne d'épaule. Ici, je n'ai pas où m'engouffrer. Donc, quand on est là, le point d'entrée de la défense, il est là. Donc, je vais venir ici, pas faire une défense, mais juste une petite frappe pour m'ouvrir le chemin et ensuite glisser. Attaque. Encore. Une attaque. Viens au niveau de la tête. J'ai juste à faire une ouverture et à glisser de ce côté. Il m'attaque. Viens dans la tête. Ok? Tout doucement au ralenti. Ok? Donc là, j'ai fait le mouvement uniquement avec ma main. Maintenant, on va rajouter la position du corps en biais, qui signifie la précipitation. On court pour casser la distance et on rentre. Bam! Vous voyez, je rentre, je pousse. De la même manière, et là c'est encore une grosse erreur, beaucoup d'élèves échouent dans l'examen, c'est-à-dire que du fait qu'après cette défense, on va devoir venir contrôler le bras, ils vont venir contrôler le bras enroulé. Et le fait qu'ils cherchent à enrouler, la règle c'est que quand on fait la défense, c'est dos de la main vers l'extérieur. Si vous faites le zirtit vers l'extérieur, vous avez échoué au passage de ceinture. Dos de la main vers l'extérieur. Mais comme les gens pensent à après enrouler, ils font la défense comme ça et ils enroulent. Non. Je fais ma défense, j'attrape. Je garde tout le temps le dos de la main vers l'extérieur. Jamais je vais faire ce mouvement. On est rentré, on est sorti. On est rentré, on est sorti. Il m'attaque. On frappe avec le genou, on pousse jusqu'à qu'on sorte le bâton. Je sens le bâton, c'est le moment de casser et de sortir le bâton. Encore une fois, il m'attaque. Et on dégage le bâton de ce côté. M'attaque. Et on sort le bâton. Donc ça, c'est défense sur attaque bâton. De la même manière que cette attaque bâton, il y a des attaques sur le côté, des attaques en revers. Ben, j'ai envie de vous dire que comme pour le pistolet, elle marche dans tous les cas. D'accord? Parce que si vous avez compris le principe, bien David, il vient m'attaquer sur le côté au niveau des côtes. Moi, je fais ma défense de face. Pareil, je casse la distance, je m'en suis sorti. C'est pas la plus optimale, mais je m'en suis sorti. C'est quand il menace avec le pistolet. Donc nous, on a vu cette menace de face. Admettons maintenant, je suis un peu de côté. Côté, j'ai pas encore appris la défense. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez mon argent? Voilà, je vous le donne. Ben là, je me suis mis dans la position qui m'arrange. Je me suis mis de face. De dos. Une arme, une bras. Ok, pas de problème, prenez mon argent. Mais ça y est, je suis de face. Je sais faire ma défense de face. Donc ça, c'est une parade qui est vraiment passe-partout. Et je vous dirais même des fois, même si vous connaissez la défense de côté, de dos, attendez ou essayez de créer la situation où vous faites de face parce que de face, il y a plus de chances de réussite. Donc là, on a vu le bâton, on a vu le couteau. Maintenant, on va résumer cette ceinture jaune avec le fameux exercice dont je vous ai parlé au début, le drill. Le drill, encore une fois, son but, c'est de vous apprendre à taper en utilisant toutes les parties de votre corps, que ce soit la tête, les coudes, les genoux, etc., les torsions, et de créer un automatisme. Je fais une défense de coup de poing, comme on a vu tout à l'heure avec l'avant-bras, boum, j'enchaîne avec quoi? Le drill. Une défense d'étranglement, j'enchaîne avec le drill. Une défense 360 degrés, j'enchaîne avec le drill. Le drill, le drill, le drill. Ça, il faut le répéter énormément. En plus, quand vous allez le travailler, vous allez développer ce dont on a parlé pour la position de garde, passer de 0 à 10, développement de l'agressivité, développement du principe que je commence un petit peu à vous distiller, à vous rentrer le corps mitpares, ce qu'on appelle en hébreu, l'explosivité. D'accord? Donc, le drill, il commence comme ça. Gauche, droite, on travaille en alternance. Gauche, droite, saisie de cheveux. S'il n'y a pas de cheveux, on va venir saisir au niveau du cou. Vous vous rappelez que saisie au niveau du cou, ce n'est pas juste une saisie. Eh ben, on va travailler ici
Le Zyrtite, saisie. Zyrtite, saisie. D'accord? Donc là, il a pris une gauche, une droite, Zyrtite, ou saisie de cheveux, ou Zyrtite. Et on va rentrer ici, frappe du coude. Vous vous rappelez le coup de coude qu'on a vu tout à l'heure? Boum! On va venir lui encastrer un coup de coude. Et on va dépasser la cible et on va revenir ici avec une frappe Zyrtite de l'avant-bras au niveau de l'os de la mâchoire. Boum! On tape, on saisit au niveau de la chair. Et maintenant, on va travailler ici. Essaye de me donner un coup de tête. Vous vous rappelez, il ne peut pas. Moi, je peux. Bim! Coup de tête. On a dit qu'est-ce qu'il y a tout de suite derrière un coup de tête? Tout se suit. Comme on a dit tout à l'heure, boum, le genou. Ah, ça me rappelle quelque chose, cette position. Le patige qu'on a vu tout à l'heure, le coup de coude qu'on a vu tout à l'heure. Cette même main, elle va faire 3 actions. Point, coude, et la main, elle va venir tomber sur le côté, attraper au niveau ici du menton. On va tourner un peu la tête et tirer droit vers nous pour briser. Droit vers nous et on va remonter pour venir essayer de contrôler. Encore une fois, si on veut briser. Ou alors, quand on est là, on va rentrer entre les côtes et le bras pour lever vers le haut et pousser sur le cou jusqu'à ce qu'il se sente mal à l'aise. C'est en haut et en bas, c'est pas une vrille. En haut, en bas, et dès que je sens qu'il est un petit peu mal à l'aise, là oui, je donne une vrille pour l'amener au sol. Donc on répète le fameux drill. Première étape, 1, 2, 3. On a dépassé la cible, boum. On revient avec une frappe au niveau de l'os. Saisie de la chair, non pas du t-shirt, mais vraiment de la chair. Coup de tête, coup de genou, patige, coup de coude, et on vient saisir. Maintenant, on va le faire avec l'agressivité qui caractérise la KMFAC et avec l'explosivité qui caractérise la KMFAC. Donc, pour bien faire ce mouvement, on va complètement partir, complètement relâché. Et à partir de cette position, vous allez voir ce dont je vous ai parlé pour la position de garde, le 0 à 10. De 0 à 10, mais ce qui va être très important, c'est le 10 à 0. C'est-à-dire que je vais exploser, je vais être agressif et je vais revenir complètement calme. De ce côté. Et on revient à 0 complètement calme. Donc, on a terminé pour cette formation ceinture jaune. Il y a énormément d'exercices. Je vous ai donné tous les détails, toutes les astuces, toutes les choses à vous rappeler pour ne pas échouer à l'examen. Mais rappelez-vous bien, la ceinture jaune, c'est la plus importante. Vous avez la base pour réussir. Je vous retrouve maintenant pour la suite. Reposez-vous un peu, travaillez toutes ces défenses. Ou alors, si vous vous sentez prêt, attaquez tout de suite la formation ceinture orange. On a encore plein de choses à voir. Défense d'étranglement, défense de saisie. Ça va être génial. Et je vous dis à tout de suite.